Et voilà, on peut déguster. Patrick Wathelet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette pause café. Avec plaisir. Donc vous êtes professeur et chercheur en droit. Alors professeur en droit, on comprend très bien de quoi il s'agit. Chercheur, c'est moins clair pour le grand public. En quoi ça consiste la recherche en droit? Parce que vous n'avez pas d'éprouvettes pour travailler. C'est moins clair pour le grand public, c'est moins clair pour beaucoup de monde. Je dirais même mon épouse, avec qui je suis marié depuis 15 ans, j'ai du mal à lui expliquer ce que je fais quand je fais de la recherche. Alors la recherche en droit, c'est vrai qu'on n'a pas d'éprouvettes, on n'a pas de laboratoire, on n'a pas de petites souris ou de rats qu'on dissèque. On travaille sur quoi? On travaille sur les phénomènes humains, parce que le droit c'est ça. Le droit, c'est un instrument de régulation des phénomènes humains. Vous pouvez conduire à 120 km/h maximum sur la route. Si vous voulez vous marier, vous devez avoir 18 ans. Et ces situations-là, on ne peut pas les reproduire en laboratoire. Donc, quand on fait de la recherche en droit, on doit avoir d'autres méthodes que reproduire artificiellement des situations humaines dans un laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait? La première étape pour un chercheur en droit, c'est une étape importante. Elle consiste à cartographier le droit existant. Parce qu'aujourd'hui, en 2014, le droit, il est évidemment devenu beaucoup plus complexe qu'il y a 150 ans. Il y a 150 ans, on avait la Belgique, État unitaire, on avait un petit peu de droit international. Aujourd'hui, on a la Belgique fédérale, avec les régions et les communautés. On a l'Europe, on a les Nations Unies, et chacun y va de sa norme. Il y a des cours internationales qui interprètent ces normes, et le chercheur, avant de pouvoir commencer à réfléchir sur le droit, il doit mettre tout ça en ordre, il doit cartographier. Donc c'est la première étape, établir une cartographie du droit existant. Et je dirais que c'est vraiment l'étape initiale, étape indispensable. Ce n'est pas la plus intéressante, ce n'est pas la plus excitante à long terme, mais elle est inévitable. Ça prend déjà beaucoup de temps, parce que le droit, il gonfle et on a de plus en plus d'acteurs. Une fois qu'on a passé cette étape initiale de la cartographie, alors on peut commencer à se poser les vraies questions du chercheur en droit. Et ces questions, elles peuvent être de types très différents. On a des questions très ouvertes du type « Pourquoi cette norme? Pourquoi est-ce qu'en Belgique, on a précisé par exemple qu'on ne peut se marier qu'une fois? On ne peut pas avoir de mariage polygame en Belgique, alors que dans certains États, un mariage polygame, il est admis. Pourquoi est-ce qu'en Belgique, on roule à droite et on ne roule pas à gauche? Donc c'est la question du pourquoi. On a aussi la question des effets. Si on précise dans un code de la route que sur une autoroute, on ne peut pas dépasser 120 km/h, quel effet ça a sur la conduite, le mode de conduite des utilisateurs, des automobilistes? Quel effet ça a sur l'environnement? Est-ce qu'on consomme plus ou est-ce qu'on consomme moins de carburant? Et quel effet ça a sur la sécurité routière? Est-ce qu'il y a moins ou est-ce qu'il y a plus d'accidents et de blessés? Et on va continuer sur ce genre de questions, le pourquoi, les effets, le comment, est-ce que la règle fonctionne? On a une règle qui a un objectif clair, voilà, on veut limiter la vitesse de circulation à 120 km/h. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il doit exister d'autre en dehors de cette règle-là pour que cette règle soit suivie? Ça, ce sont les questions que vous vous posez. Quelle méthodologie vous employez pour les explorer? Encore une fois, nous, en tant que juristes, on ne peut pas reproduire des situations vivantes dans un laboratoire. Donc on doit raisonner uniquement dans notre esprit. C'est ça qui fait un peu le mystère de la science juridique, c'est comme ça qu'on l'appelle, la science juridique, c'est que finalement tout est dans notre tête et dans nos mots. Hein, on l'exprime, on essaie d'argumenter. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre tête? On a plusieurs méthodes, il n'y a pas une seule méthode pour la recherche en droit, il y a beaucoup de méthodes différentes. Moi, à titre personnel, j'utilise très souvent depuis le début de ma carrière de chercheur la méthode comparée. La méthode comparée, elle part d'un constat très simple. On est en Belgique, c'est un très petit pays, il y a beaucoup d'autres pays où les questions identiques se posent. Pourquoi est-ce qu'on doit accorder tel statut à des personnes qui sont mariées et à des personnes qui ne sont pas mariées, on leur accorde un autre statut? C'est une question qu'on se pose en Belgique. Est-ce qu'il faut, oui ou non, accélérer les procédures de divorce? Une question qu'on se pose en Belgique et dans d'autres États. Pourquoi ne pas aller voir dans ces autres États quelle est la réponse qu'ils ont choisie aujourd'hui, voire il y a quelques années, et essayer de comparer. C'est la méthode de droit comparé qui consiste à ouvrir un peu son horizon, faire la démarche d'aller examiner la réponse qui est apportée en France, ou beaucoup plus loin au Japon, pour un problème que nous connaissons, et essayer d'aller de comparer. La démarche, elle n'est pas évidente parce que je vous parlais de la cartographie au tout début. On doit cartographier le droit belge. Pour faire du droit comparé, on doit aussi cartographier le droit étranger. Et on doit surtout, et c'est ça l'étape la plus difficile, tenir compte des grandes différences. Nos sociétés, elles ne sont pas identiques. Quand vous allez comparer le droit de la famille, quand est-ce qu'on peut se marier par exemple? Est-ce qu'il faut 18 ans ou est-ce qu'il faut 25 ans? Quelles sont les relations entre les parents et les enfants? Est-ce que les parents ont une autorité sur les enfants? Et vous comparez la Belgique et la France, finalement nos sociétés elles sont très comparables. Mais si vous allez un peu plus loin, vous allez en Turquie ou vous allez au Japon, il faut tenir compte des différences culturelles, des différences religieuses, des différences de société. Est-ce que vous faites appel alors à de la sociologie, à de l'ethnologie pour ces
Malheureusement, encore très peu, très peu. Il y a un phénomène de spécialisation qui n'est pas propre au droit, mais dans les universités, dans les centres de recherche, qui fait que chaque chercheur doit, pour pouvoir devenir chercheur, vraiment devenir le spécialiste ou la spécialiste dans sa matière. Et ça empêche un petit peu le dialogue avec d'autres sciences. En plus, on ne parle pas des mêmes méthodes. On n'utilise pas, nous, juristes, les mêmes méthodes que des économistes ou des sociologues ou des historiens. Il n'empêche qu'on ne peut plus aujourd'hui prétendre faire de la bonne recherche en droit sans au moins être à l'écoute de ce que nous disent les anthropologues, par exemple, de ce que nous disent les sociologues et de ce que nous disent les historiens et les économistes. Donc on est à l'écoute, on prend connaissance des résultats de leurs recherches et on essaie de voir dans quelle mesure on peut en tenir compte, quel éclairage ça nous donne sur le pourquoi de la norme ou sur les effets de la norme, mais on ne prétend évidemment pas, nous, faire de la sociologie, faire de l'économie ou faire de l'anthropologie. Donc c'est un dialogue, disons, utilitariste. On utilise les résultats de recherche d'autres domaines. Alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que quelle que soit la méthode employée, la recherche n'est jamais vraiment neutre en droit. Là où un chercheur dans son laboratoire va mélanger deux éprouvettes, ça donnera normalement toujours le même résultat. On a l'impression que deux chercheurs de droit qui vont travailler sur le même problème n'arriveront pas nécessairement aux mêmes solutions. C'est correct, ça? Ça, c'est très vrai. C'est un peu la face immergée de l'iceberg de la recherche en droit. C'est la part de subjectivité. Elle est là, elle est présente. On ne travaille pas sur des phénomènes biologiques ou des phénomènes moléculaires. On travaille sur des phénomènes humains. On travaille sur des relations familiales. On travaille sur des relations des relations commerciales qu'on pourrait tous être amenés à vivre. Et donc, on a tous un affect, des sentiments. Qui est difficile de cacher. La grande difficulté pour l'instant dans la recherche en droit, c'est que on peut en réalité très vite faire abstraction de tous ces sentiments et toutes ces subjectivités en couvrant un domaine de recherche de mots, d'arguments, de règles, d'article 19 par exemple, en écartant un petit peu très facilement la subjectivité. Mais inévitablement, quand il y a des grandes questions de société qui sont posées, tout chercheur en droit sera amené à se positionner, à prendre position, à dire « moi je défends telle position », à l'argumenter, mais il devra aussi reconnaître, il ou elle, que les arguments qu'il utilise sont des arguments qui sont influencés par qui il est. Est-ce qu'il les reconnaît? Est-ce qu'il le reconnaît? Est-ce qu'elle est assumée, cette subjectivité, ou est-ce que le juriste se retranche derrière ses codes, derrière ses lois? Elle n'est pas du tout assumée, elle est encore trop peu assumée. Chacun a son style, évidemment. Heureusement, d'ailleurs, on n'est pas tous dans le même moule. Mais je dirais que quand je regarde mes collègues et moi-même aussi, on assume très très peu notre part de subjectivité. C'est-à-dire qu'on essaie de la refouler, de la cacher, on ne l'amène pas, on ne la rend pas visible. Et je crois que ça c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de se dire qu'on va pouvoir éliminer la subjectivité. C'est impossible. Vu la matière sur laquelle on travaille, on aura toujours une part de subjectivité. L'enjeu, c'est de pouvoir la rendre visible. Parce que ça va permettre de poser le débat, de rendre le débat plus sain, plus transparent. On aura les arguments fondés sur les textes, fondés sur l'expérience, fondés sur les modèles étrangers. Et on aura aussi des arguments dont on sait qu'ils sont plus ou moins liés à la personne. Et on pourra les confronter à une autre vision. Et je crois que ça rendra le débat juridique sans doute plus transparent. Et on pourra aussi dépasser un peu les querelles stériles qui se fondent uniquement sur des textes, dont on sait bien que derrière chaque lecture, il y a sans doute une part de subjectivité, mais qui n'est pas assumée. Venons-en maintenant à votre travail plus en particulier. Donc vous, votre spécialité, c'est la question des nationalités. Tout à fait. Moi, je travaille sur la question de la nationalité et de la citoyenneté. On a des États. Le monde est composé d'un grand nombre d'États, et ces États ont une population. Et cette population, eh bien, certaines des personnes qui vivent en Belgique sont des ressortissants belges, d'autres ne sont pas des ressortissants belges. Et j'étudie ce phénomène d'acquisition, on devient belge, mais aussi de perte de nationalité belge. Alors c'est quelque chose qui, il y a 50 ans, était finalement assez restreint, parce qu'on vivait dans un monde où chaque État avait la main mise sur son territoire, et il y avait très peu de mobilité. Mais aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, avec la disparition des frontières, avec l'apparition de la citoyenneté européenne, et avec l'importance énorme qu'ont prise l'immigration, on pense la nationalité de façon très différente, que ce soit dans le volet positif, l'acquisition, ou dans le volet négatif, la perte. Dans une société dont la composition change, telle que celle que vous avez décrite, est-ce que c'est à la population de s'adapter à la loi ou est-ce que c'est à la loi d'évoluer avec la population? C'est un fameux débat. Moi, je dirais qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'on veut voir tout en blanc ou en noir, de façon très tranchée, comme ça n'aidera pas. C'est vrai que le point de départ, ça doit être le constat suivant. C'est qu'aujourd'hui, en Europe occidentale, ce n'est pas du tout propre à la Belgique, c'est l'Europe occidentale, ce sont des sociétés qui ont bien changé.
Si vous regardez aujourd'hui votre voisin, le voisin de votre voisin, il y a de grandes chances que soit votre voisin, soit le voisin de votre voisin, il ne soit pas né en Belgique. Ou bien que l'un de ses parents ne soit pas né en Belgique, qui viennent d'ailleurs, qui soit venu il y a très longtemps ou très récemment. Donc on vit dans des sociétés qui sont des sociétés où il y a une grande mobilité. Et ces mobilités sont très différentes. On a des sociétés où des mobilités très récentes, des mobilités qui sont provisoires, qui s'accompagnent de retours. On a des mobilités qui sont très définitives. On vient en Belgique, on s'y installe, des enfants naissent et on y reste. Mais le résultat net, c'est quoi? C'est qu'on a une société hétérogène. Une société hétérogène en termes de culture, en termes aussi de valeurs, en termes de façon dont on conçoit le vivre ensemble. Et la question qui se pose alors, elle se pose à différents égards, parce que le droit, évidemment, il vise tous les phénomènes humains. Il y a des phénomènes humains au sein d'une famille, comment est-ce que je vis ma relation de couple, la relation entre les parents et enfants, et il y a des phénomènes humains beaucoup plus publics. Comment est-ce que je peux ou je dois me comporter en public? Est-ce que je peux, par exemple, arborer des signes religieux en public? Et je crois que la réponse, elle peut être, elle ne doit pas nécessairement être, parce que quand je dis elle doit, je suis dans le normatif, je prescris, mais elle peut être, dans une société comme la nôtre, différente selon les cercles dans lesquels la question se pose. On pourrait avoir une réponse beaucoup plus flexible quand la question se pose à l'intérieur d'un cercle familial, où là, on est plus accommodant. On se dit, tiens, voilà une famille qui est récemment installée en Belgique, qui n'est pas venue vierge en Belgique, qui s'est installée en Belgique avec une tradition séculaire, tradition parfaitement respectable, et on va laisser à cette famille plus de possibilités d'utiliser ces références culturelles. Alors que dans la sphère publique, là, on va être plus exigeant, on va mettre la barre plus haut. Mais même si on met la barre plus haut dans la sphère publique, ça ne veut pas dire qu'on est dans un phénomène où il doit y avoir une adaptation totale. On ne peut pas non plus ignorer le fait que le rapport à la religion, pensez au rapport à la religion, on a vécu une sécularisation énorme en Belgique et dans tous les pays d'Europe occidentale où qui a encore des sentiments religieux, c'est une minorité. Par contre, dans les migrations récentes, les sentiments religieux sont très forts. Il faut pouvoir en tenir compte et trouver un point d'équilibre, un point d'équilibre qui convient à chacun, où il y aura à la fois le respect pour des principes fondamentaux de l'État où on s'est établi et en même temps une tolérance vis-à-vis de traditions différentes. Parce que c'est une question brûlante, on l'a vu en France, notamment à travers tout le débat sur l'identité nationale. Ça a été le cas notamment beaucoup aussi au Québec, au Canada, à travers les accommodements raisonnables. Chez nous, ça ne s'est pas matérialisé de cette sorte, mais c'est présent aussi. C'est vraiment une question cruciale de notre temps. C'est une question cruciale, malheureusement, qui se cristallise sur un objet, les 60 ou 70 cm² de voile. Tout le débat public, ou une grosse partie du débat public, se focalise sur ça, alors qu'elle est beaucoup plus vaste. On peut penser, d'abord, ce débat il est beaucoup plus large que la simple question de la religion musulmane. Il y a d'autres sentiments religieux. Il y a des personnes qui n'ont absolument pas de sentiments religieux et qui le revendiquent aussi. Donc il faut éviter d'aborder ce débat, que ce soit d'ailleurs en tant que juriste ou en tant que citoyen, par le bout de la lorgnette et de le réduire à la question du voile, qui est une question importante évidemment, mais qui n'est sans doute pas la seule question de ce nouveau vivre ensemble dans nos sociétés qui sont beaucoup plus hétérogènes. Ces questions semblent être davantage des questions politiques que juridiques. Est-ce que les politiques viennent chercher l'inspiration dans la recherche en droit pour... Alors, on a dans la recherche en droit une partie de recherche appliquée, c'est vrai. Une partie de recherche appliquée, elle est d'ailleurs assez importante. Où on travaille ici au sein d'une faculté de droit, mais dans d'autres facultés de droit, on travaille un peu sur commande. Voilà un ministre ou un cabinet ministériel qui se demande si la législation pourrait évoluer dans telle ou telle direction, quels seraient les effets, comment il faudrait mettre ça en musique. Et effectivement, il y a beaucoup de mes collègues qui travaillent sur ce genre de recherche, ce sont des recherches appliquées. Ça ne veut pas dire qu'on est à la botte du politique, mais il y a un dialogue qui s'installe alors entre les souhaits du monde politique qui commande l'étude et les possibilités du cadre juridique. Et la mission alors du chercheur, c'est de bien tracer le cadre, de dire voilà, ce que permet aujourd'hui le droit, c'est ceci. Si vous voulez aller plus loin, il faut changer le cadre. Et ça demande une décision démocratique. Ça, c'est une dimension de la recherche qui est importante. La recherche appliquée, c'est pas seulement la recherche appliquée vis-à-vis sur base d'invitation du monde politique, mais c'est aussi la recherche appliquée pour des entreprises, pour des juristes, pour des avocats, qui ont des problèmes concrets et qui viennent frapper à la porte de chercheurs de la faculté de droit pour leur demander quelles sont les réponses possibles. La nationalité, le thème de la nationalité a fait la une de l'actualité encore d'une autre façon récemment. C'est à travers l'idée de la déchéance de la nationalité belge notamment pour les combattants qui reviennent de Syrie. Quel est l'enjeu derrière cette idée ?
Alors, c'est une idée qui a été évoquée il y a pas seulement en Belgique d'ailleurs, hein, dans d'autres pays de l'Union européenne. On se demande tous quelle réponse apporter à ces personnes qui sont parties combattre. Et la nationalité pourrait être un des volets de la réponse. Mais l'enjeu, il est très important parce que quand on regarde les personnes qui vivent en Belgique et qui sont belges, avoir une nationalité, finalement, on s'en soucie pas trop. Hein, c'est un peu comme votre dentition. Vos dents, tant qu'elles vont bien, vous ne vous en souciez pas. C'est quand elles font mal, vous allez chez le dentiste, que vous vous rappelez, vous avez une dent. La nationalité, c'est un peu la même chose. Tant que tout va bien, vous vivez dans un état où tout fonctionne plus ou moins bien. La police fait son travail, les écoles sont ouvertes, les enseignants sont payés. Finalement, la nationalité, vous ne vous en souciez guère. En plus, en Europe, la nationalité est devenue un peu moins importante, voire même beaucoup moins importante, parce qu'on a une liberté de mouvement. Vous allez en France, vous n'avez pas besoin de passeport. Et parce qu'on a la citoyenneté européenne. Vous êtes citoyen belge, vous êtes également citoyen européen, vous pouvez vous installer en Espagne, vous pouvez vous installer en Irlande. Pour ces combattants, ces personnes qui sont parties combattre en Syrie ou en Irak ou dans d'autres régions du monde, ce sont des régions du monde où la protection des citoyens n'est pas assurée, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'état de droit, ce sont des pays en état de guerre. Perdre sa nationalité dans ces états-là, ça veut dire ne plus avoir de possibilité de sortir de ces états. En tout cas, pour les combattants qui n'ont que la nationalité belge. Ils deviendraient apatrides, ils seraient donc bloqués dans l'état où aujourd'hui ils combattent, ce sont des états en situation de guerre, et on peut imaginer que là, perdre sa nationalité, ça a des conséquences bien plus dramatiques que si vous et moi perdions notre nationalité belge en Belgique. Pour conclure, Patrick Wathelet, j'aimerais vous demander, ces questions de nationalité, de citoyenneté, est-ce qu'elles interpellent vos étudiants? Elles n'interpellent pas directement nos étudiants, sans doute parce que aujourd'hui, en 2014, se rendre compte de l'importance de la nationalité, ça demande tout un cheminement. C'est quelque chose que l'on prend comme évident. On est en Belgique ou dans un pays de l'Union européenne, on a une nationalité. Pour pouvoir se rendre compte de l'importance de la nationalité, il faut passer à travers les mailles du filet et se rendre compte de ce qui se passe quand on n'en a plus de nationalité, qu'on est apatride, dans une situation de déchéance, ou bien des difficultés que certaines personnes ont à obtenir une nationalité, et surtout des conséquences pratiques et quotidiennes que ça peut avoir. Et c'est à travers ce cheminement, auquel moi j'invite les étudiants tous les ans dans mes enseignements, que j'essaie d'éveiller la conscience de ces étudiants, leur faire prendre conscience de l'importance de la nationalité aujourd'hui, que ce soit en Belgique, en Europe, mais plus largement aussi sur la planète entière. Merci beaucoup et merci pour le café. Avec plaisir.